Depuis 3 ans, Jean-Louis Courteau et un groupe de plongeurs explorent les lacs de Laurentides, entre autres pour le potentiel biologique et géologique. Mais j'en ai plein de passion, dans le fond. J'aime la peinture, j'aime encore beaucoup la peinture. Ça fait 43 ans que je peins, puis je continue de le faire. J'aime la plongée passionnément. J'aime les vieilles pierres, j'aime la biologie, j'aime ces animaux-là qu'on trouve dans les lacs. En fait, j'aime tout ce qui me donne l'impression de vivre intensément. Une des premières choses que j'ai vues au lac des Saisiles, comme dans d'autres lacs, au lac Tremblant, je pense, en particulier même, c'est des formations rocheuses complètement différentes de ce qu'on peut voir à l'air. Quand le marbre se dissout dans l'eau tranquillement, dans le marbre, il peut y avoir ce qu'on appelle des inclusions, d'autres types de pierres qui sont emprisonnées dans le marbre puis qui sont révélées tranquillement au fur et à mesure que le marbre se dissout dans l'eau. Ces pierres-là apparaissent et finalement, quand le marbre se dissout complètement, il reste que les débris des inclusions qui étaient pris dedans. Là. Fait que ces mouvements-là, ces plis-là, c'est des plis formés par des pressions colossales, là, 1 milliard d'années. J'ai jamais plongé en lac sans finir par observer des choses complètement fascinantes. Même si c'est pas des structures aussi imposantes que les écluses englouties ou des grosses épaves comme on peut voir dans le fleuve, comme ici en arrière de moi, le Weehawk à Cardinal. Il y a dans les lacs, il y a toujours quelque chose à voir qui est souvent beaucoup plus petit et qui nécessite une vitesse de plongée bien différente, bien lente. Quand tu finis par atteindre cette vitesse de plongée-là, cette espèce d'état contemplatif-là, tu t'aperçois que c'est plein de vie tout autour. Il y a plein de choses à observer. Moins évident, mais c'est plein de choses à observer. Une journée d'automne, en novembre, je m'en rappelle parce qu'il neigeait cette journée-là, puis il y avait des trombes sur le lac, il y avait des vents très violents. Ça avait été difficile de se rendre là où on voulait aller. J'étais avec mon ami Jacques Lec. On cherchait à photographier un camion qui avait coulé après la Deuxième Guerre avec sa cargaison dans le lac. En cherchant le camion, à un moment donné, on est tombé sur cet objet-là. Quand on le levait en premier, j'étais sûr que c'était un pot de métal rouillé sans aucun intérêt. Et j'ai aucune idée pourquoi. J'ai quand même demandé à Jacques de le photographier. Ensuite de ça, on l'a ramené avec nous. La plongée achevait. Ça faisait un bout de temps qu'on était là. On était complètement gelés. En arrivant à la maison, on a fait des photos que j'ai envoyées par email à un ami archéologue. Puis on a eu la confirmation dans moins d'1 heure que c'était à 95% sûr une poterie amérindienne, un vase Huron, en fait. Et que si c'était ça, c'était possiblement le seul vase Huron jamais trouvé intact. Ça a été confirmé plus tard. Maintenant, ça, ce qu'on voit ici, c'est une copie. L'original a très vite été au Centre de conservation à Québec. Si vous faites une découverte, il faut aviser le ministère. C'est important d'aviser le ministère, pas parce qu'on veut tout savoir, mais c'est plus que si l'objet est en danger, si l'objet fait partie d'un site archéologique, à ce moment-là, nous autres, ça nous permet d'avoir l'information puis d'agir aussi avec le plongeur pour protéger ce site-là. Quand on est allé au centre de conservation, ils nous avaient fait la belle surprise de préparer le vase sur un petit piédestal fait pour lui. Ils nous avaient fait la surprise de nous le remontrer. Puis j'ai trouvé ça même plutôt émouvant de le revoir. C'est un objet magnifique.
Quand vous l'avez découvert, est-ce que son ouverture était vers le haut? C'était vers le haut, vers le haut. mais tu sais, c'était sombre, puis on voyait absolument pas les détails, les incisions. Donc, la crestellation, ça avait l'air d'un bec verseur. Oui, bien sûr. Tu sais, Oui. en fait, en premier, on pensait que c'était en métal, une vieille... C'est pour ça fonte, là, avec le plug qu'il y a dessus. Le moment précis où vous avez découvert que c'était quelque chose... Plus tard, une fois dans le bateau, ensemble, mais il faisait vraiment pas beau. À l'extérieur, dans l'eau, on pouvait pouvait absolument pas voir les détails. Même sous l'eau, même des bouteilles, des fois, qui sont fortement embossées, tu le vois pas. Tu le vois juste une fois sorti. On était dans le bateau, puis je la reprends de la caisse que je transporte avec moi quand je plonge. Puis je la mets entre moi et Jacques. Puis en même temps, on s'est regardé. On a comme allumé là. Ouais. C'est pas normal, il y a quelque chose avec... c'est formidable. Ici, on est où exactement? Ici, on est au laboratoire de la réserve d'archéologie du Québec. Ici, ce qu'on a dans cette réserve-ci, c'est un peu toutes les collections de l'État qui appartiennent au gouvernement, qui ont été trouvées sur les terres publiques du Québec. Ici, on a un exemple là, de collection qui provient d'une épave, qui est l'épave du Elizabeth and Mary, une épave qui date de 1690. Qu'on a retrouvé en 1994 et où on a fait des fouilles pendant quelques années, 3 années pour être plus précis, et on a trouvé des objets vraiment fantastiques. Ici, c'est un échantillon de cuillères qu'on a retrouvé. Pour chaque passager, il y avait une cuillère, et donc c'était la cuillère qui était utilisée pour manger la soupe. Puis ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici une fourchette, une des premières fourchettes qui date justement du 17e siècle, une des plus vieilles en Amérique du Nord. Tout ce qu'on fait sur le plan archéologique au Québec est recensé. Donc, l'archéologue va faire une demande de permis de recherche archéologique, il va obtenir son permis, il va faire des fouilles, mais après ça, il va remettre un rapport. Et c'est ce rapport-là qui est un peu notre legs. Donc, on va savoir ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a trouvé, et c'est à partir de ça qu'on va pouvoir utiliser les objets dans un musée ou diffuser les connaissances qu'on a acquises. Et c'est un peu le principe qui existe un peu partout à travers le monde. On compte sur les gens pour déclarer les découvertes, mais après ça, une fois que c'est déclaré, on veut que ce soit des professionnels qui vont utiliser toutes les méthodes scientifiques disponibles pour faire la recherche sur place. Après ça, interpréter les résultats, puis après ça, remettre ça dans un musée ou faire connaître les résultats, les collections dans un musée. Pour être un objet archéologique, habituellement, on dit qu'il faut que ça ait plus que 50 ans. Donc, ça vous donne un ordre de temps qu'on mesure. Mais la meilleure chose, c'est nous dire ce que vous avez trouvé, nous envoyer les photos, on regarde ça ensemble. Puis, si on peut faire une connexion avec le site archéologique, on va vous dire, écoutez, vous êtes sur un site archéologique. Sinon, on va dire, vous avez trouvé un objet qui est probablement un objet isolé, et puis vous pouvez faire ce que vous voulez avec. On vous remercie d'avoir appelé le ministère pour vérifier qu'est-ce qu'il y en est, mais on ne donnera pas suite à cette découverte-là. Il y a 600 ans, il y a un gars qui s'amène ici en canot d'écorce, puis qui se dit « belle place pour camper ». On se fait un petit lunch. On se fait un petit lunch. Cette année, en août 2014, on a trouvé un deuxième vase, brisé celui-là par contre, mais qui serait possiblement plus vieux encore, peut-être 700 ans. Dans un contexte subaquatique aussi, on va faire appel aux conservateurs pour nous guider dans comment est-ce qu'on va prélever ces objets-là de la meilleure façon. Donc, on va aller chercher le maximum d'informations pour qu'on puisse après ça interpréter ce qu'on a trouvé. C'est vraiment ça le rôle de l'archéologue. Donc, c'est un rôle qui fait appel à des professionnels, mais où les plongeurs peuvent jouer un rôle parce que les professionnels ont besoin aussi des plongeurs. Et quand ils ont l'occasion de travailler ensemble, c'est encore plus agréable pour tout le monde. Donc, on aurait fait appel aux archéologues qui avaient identifié le premier vase, Laurence Johnson et Roland Tremblay, pour venir l'examiner.
C'est lui qui contient OK. la boîte. Elle du pâté chinois. Ça, je vais pouvoir le tasser. Attends, on va le mettre à terre. Aïe, aïe donc, toi. Oui, OK. Oh, wow. Magnifique. Ah ouais, ça, c'est Iroquoien de Saint-Laurent. C'est ça? Oui. Ouais. Oh, wow. Ça se peut-tu, toi? Il y a une autre vase de même dans le bain de lac. Dans ce que tu connais, qu'est-ce qui le distinguerait comme Ouais. étant iroquoien là-dedans? Oui. D'abord, le parement a une belle base qui est encochée ici. Le motif sur le parement est encadré dans la partie supérieure. La qualité de l'incision, en général, les encoches en haut de l'encadrement supérieur. Puis il y en a à l'intérieur aussi. On a remarqué qu'il y en avait. Je ne sais pas si c'est celui-là qui est Plus plus apparent ou l'autre. OK. Ou l'autre Ah, ben qui est oui. plus apparent. Il y a un petit tourlet ici à l'intérieur. Ça, c'est intéressant. Je veux dire, il y a quelque chose de particulier avec ce lac-là. Là. Qu'est-ce qu'ils ont... C'est clair que c'est un lac qui a été visité probablement à plusieurs occasions et qui a été visité régulièrement par des groupes qui étaient en contact avec les Hurons et visiblement avec les Iroquois du Saint-Laurent. Est-ce que c'est un vase qui a été visité sur place par des Hurons et ou des Iroquois du Saint-Laurent? Ça reste à déterminer. Selon moi, c'est beaucoup plus les populations locales qui sont en contact avec d'autres producteurs de poterie au sud et qui amènent leur production là pour différentes raisons et qui vont utiliser et perdre leur production sur ce lac-là. Les deux vases indiens ont été rapportés à Québec au centre de conservation pour assurer leur préservation. Alors, bienvenue au centre de conservation du Québec. Puis, en même temps, analysé. On sait, par exemple, à cause de ça, que le premier vase, on sait ce qui avait été cuit dedans avant qu'il soit perdu, ce qui est fantastique. C'est comme le CSI de l'archéologie. Mais ça, c'est typique. Ça, c'est très, très typique. Il est encore plus mince sur la moitié. Il y a un huitième. Lorsqu'on fait une découverte archéologique, mais c'est de la signaler, de la découvrir, c'est une chose. Mais si on la garde pour nous, si on la prélève, eh bien, c'est peut-être un site archéologique important qu'on vient de découvrir et qui va être perdu à tout jamais si on ne fait pas une reconnaissance ou une intervention. Parce que l'archéologie, c'est une ressource non renouvelable. J'adore la plongée sous tous ses aspects. La plongée de lac permet, c'est presque une méditation parce que t'as pas d'autre influence que ta vitesse que tu choisis, le regard que tu déposes sur les choses. C'est ton choix. Et c'est vraiment une question d'attitude, puis c'est complètement fascinant à partir du moment où tu décides de t'ouvrir à ça. Et c'est pas vrai qu'il n'y a rien à voir en plongée dans les lacs comme on entend tout le temps. C'est même complètement l'inverse, c'est un secret bien gardé.